Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans le coup de cœur du mois d'octobre. Donc, vous êtes sur la chaîne du professeur Board Game. C'est, comme toujours, Martin de la zone Jeux de société qui vous souhaite un bon milieu du mois de novembre. Alors, ça fait toujours un petit peu, mais c'est toujours un peu bizarre le mois de novembre quand on fait notre coup de cœur du mois d'octobre. Parce que je commence à me sentir dans le temps des fêtes, mais on parle de jeux qui étaient plus dans le temps de l'Halloween. Mais ça ne fut pas un mois qui a été très facile pour moi parce que j'ai joué à plusieurs jeux dans le mois d'octobre. Je vous dirais que ça a été un de mes mois les plus occupés d'ailleurs des derniers mois. J'ai essayé plein de nouveaux jeux. Puis il y en a un jeu que j'ai joué comme dans les dernières journées du mois d'octobre qui sera probablement mon coup de cœur du mois de novembre. Mais j'ai décidé justement de le garder pour le prochain mois parce que je voulais quand même vous parler de celui-ci. Fait que mon coup de cœur, moi personnellement, alors c'est ce magnifique jeu-là que vous voyez, donc le jeu The Hunger de Richard Garfield et de Renegade Game Studios. C'est drôle parce que c'est un jeu que je n'avais jamais entendu parler avant le Gen Con. Et The Hunger, c'est un jeu où on incarne dans le fond des vampires. Et puis, c'est un drôle de mélange. C'est un mélange de Clank. C'est un deck builder, premièrement. Mais c'est un mélange de Clank avec un mélange d'un genre de deck builder avec un système de ressources plus simple. Il y a un plateau comme dans Clank. Il faut se déplacer sur ce plateau-là. Il faut, à la fin, donc on part d'un château, puis on a des chemins pour se promener dans le village autour du château. Puis évidemment, étant des vampires, il faut aller chasser justement des humains. Et il faut donc revenir à la fin de la partie dans le château, sinon on ne fera pas de points. Comme dans Clank, souvenez-vous, dans Clank, si on n'a pas atteint un certain niveau lorsque les autres ont fini, on n'aura pas de points du tout. C'est la même façon de fonctionner. Mais étrangement, ce jeu-là réussit à faire quelque chose de différent qui fait que ce n'est pas Clank. Et la première chose, c'est le système de deck building. Fait que dans ce jeu-là, on a des cartes, puis sur les cartes, on a une seule ressource qu'on appelle de la vitesse. Et lorsqu'on on va jouer 3 cartes, et on joue uniquement 3 cartes. Et lorsqu'on va jouer ces 3 cartes-là, on va accumuler la vitesse qu'on a sur chacune de ces cartes-là. Genre, si j'ai 2, 2 puis 3, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je peux bouger jusqu'à 7 cases. Sauf que si je veux me procurer, si je veux chasser, ça va me prendre un certain montant qui va de 1, 2 ou 3 vitesses. Alors, je pourrais bouger de 4 et me garder 3 de vitesse pour pouvoir aller chasser. Ou je pourrais décider de tout simplement bouger de 6 cases et de me garder une seule vitesse. Fait que il y a comme cet élément-là qui est intéressant. Et lorsqu'on termine sur le plateau, on va faire l'action qui est sur le plateau en tant que tel. Ça peut être d'aller chercher des petits trésors comme dans Clank avec des petits jetons qui vont nous donner des habiletés spéciales. Ça peut être d'aller chercher des missions, des éléments de fin de partie, des missions parce que en même temps, le fait d'aller chercher des cartes, c'est un genre de collection d'ensemble où on va avoir des points de fin de partie en lien avec ce qu'on va avoir comme mission. Ça peut être aussi, les différents types de cartes aussi qu'on peut aller chercher. On a des cartes d'humains. Les cartes d'humains qui vont nous donner justement ces fameuses icônes-là qui vont nous permettre de faire des points de victoire en fin de partie. Mais les humains, souvent, ont 0 de vitesse. Fait que plus on chasse des humains, plus ils embarquent dans notre deck, plus ils vont encombrer notre deck. Ils vont nous permettre de faire des points de victoire en fin de partie, mais en même temps, on ne veut pas trop en avoir parce que si rendu à la fin, il faut que tu te dépêches pour retourner au château puis que tu as juste des humains dans ton deck, tu n'avanceras pas, fait que ça va pas bien. Tu as aussi des cartes avec des familiers, donc des genres de créatures qui vont pouvoir t'aider. Tu as des cartes aussi de pouvoir de vampires qui vont pouvoir t'aider, mais qui ne te donnent pas nécessairement de points en fin de partie. Bref, c'est un jeu qui est beaucoup plus stratégique qu'on pourrait penser, honnêtement, au départ. Moi, il m'a vraiment beaucoup impressionné ce jeu-là. Puis, c'est pas Clank, c'est pas un jeu qui va remplacer Clank, mais c'est définitivement un jeu qui va rester dans ma collection. Et j'ai envie d'y rejouer. J'ai vraiment aimé mon expérience
Artistiquement, il est beau. C'est pas la plus belle production au niveau de la qualité de tout l'ensemble du matériel, mais c'est quand même très bien. Puis les cartes sont belles. Il y a vraiment une grande quantité de cartes dans ce jeu-là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé le jeu The Hunger. Son seul côté négatif, c'est qu'il n'y a pas de solo. Je sais que pour certains d'entre vous, ça ne sera pas quelque chose de si grave, mais pour moi, ça pourrait être intéressant d'avoir un solo de jeu-là. En tout cas, c'est mon coup de cœur pour le mois d'octobre, le jeu The Hunger de Renegade Game Studios, Ori Games également, qui a fait la version française. Puis ce qui est un peu étrange d'ailleurs, c'est que je pense que la version anglaise, elle n'est même pas sortie. La version française est sortie avant. Fait que voilà, mesdames et messieurs, c'était mon coup de cœur. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. On se revoit au mois de décembre pour le mois de novembre. Bref, hey, bon mois tout le monde. On se revoit bientôt. Alors, de mon côté, mon coup de cœur pour le mois d'octobre 2021, ça va être un mois que j'ai joué beaucoup avec l'ouverture de la boutique. Et mais j'ai quand même réussi à essayer quelques trucs. Et dont Lueur. Lueur, c'est un jeu qui m'a vraiment impressionné. Un jeu de Bombix qui, on allie les dés avec une espèce de petit engine building avec nos cartes. Nos cartes qui vont avoir des effets en fonction des différentes symboles qu'on va tourner sur les dés. Et on va tenter d'avoir des cartes qui vont aller bien ensemble pour, par exemple, faire des points de victoire, aller chercher des petits pieds qui nous permettent de nous déplacer sur la carte. Il va aussi avoir des petites lucioles aussi qu'on peut aller chercher, qui va aussi avoir une certaine quantité à obtenir, plus que le nombre de cartes qu'on a, et pour faire une autre façon de faire des points. Donc un jeu qu'on va avoir comme 2 étapes. On lance des dés, on fait les effets de nos cartes, puis après ça, avec les mêmes dés, on va aller se déplacer sur la carte pour atteindre le plus loin possible pour avoir des points de victoire par rapport à nos déplacements sur la carte. Donc on a quand même quelques façons de faire des points. On n'est pas obligé de pousser dans une direction, on peut pousser plus dans une autre, ou des cartes qui sont plus fortes quand on a beaucoup de dés, ou des cartes qui ont moins de dés possible, ça va être plus avantageux, mais on va moins se déplacer sur la carte. Donc, il y a plusieurs petites stratégies comme ça qu'on peut avoir. Un jeu qui m'a bien impressionné, Lueur. Donc, c'est mon coup de cœur pour le mois d'octobre 2021. Hey! Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est vu ici dans le segment des coups de cœur du mois du Prof Board Game. Eh bien, pour le mois d'octobre, mon coup de cœur, ce fut Welcome to the Moon, un jeu de Blue Cocker Games pour 1 à 6 joueurs. Et bien qu'on est familier avec le mécanisme de flip and write, ou de Welcome to, le jeu de base, eh bien ici, on nous propulse littéralement sur une autre planète avec du matériel exceptionnel. Premièrement, oubliez les feuilles de papier là, avec le gaspillage et tout ça. Maintenant, on a des petits plateaux comme ça qui sont plastifiés sur lesquels on va pouvoir inscrire avec un crayon effaçable. Et on propose aussi une campagne. Donc, on a un livret de campagne comme ceci qui est composé de 8 scénarios. Le livret de campagne est composé un peu comme à la forme d'un livre dont vous êtes le héros. Le capitaine aura des décisions à faire qui vont avoir des impacts sur la partie qui est sur le point de commencer. Et on a 8 missions, donc 8 plateaux différents. C'est comme si on avait 8 jeux en un. Il est possible d'y jouer avec la version de campagne. Il est possible de choisir tout simplement un scénario. Tiens, le scénario numéro 5, aller récupérer les règles et s'installer. On a plein de composantes. On a des petits boîtiers pour ranger notre matériel. Ces 3 boîtes-là sont vides parce que c'est les éléments de base du jeu, mais ces 3 boîtes-là, par contre, renferment plein d'éléments secrets qu'on va débloquer en cours de campagne. Bref, j'ai pas terminé la campagne encore, mais j'aime tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Mépo. Merci encore David de m'accueillir dans les coups de cœur du mois, cette fois-ci pour le mois d'octobre. Mon coup de cœur est un jeu où est-ce que j'avais beaucoup de préjugés dans sa version 1 qui a sorti l'année passée. Dans le fond, c'est un jeu qui reprend la licence de Marvel. Je parle bien sûr de Marvel United, mais la version X-Men cette fois-ci qui est sortie avec la version Kickstarter. Qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là? C'est souvent, moi je suis un ancien joueur de console qui jouait beaucoup à des jeux vidéo. Et des fois je faisais juste une partie en 30 minutes, 40 minutes, quand juste en me coucher, des choses comme ça.
Marvel United est venu justement combler un petit peu le vide que j'avais d'un petit jeu en 30 minutes, mais qui était très satisfaisant au niveau mental. Placer le jeu me prend tout simplement 10 minutes à mettre en place. Vous avez 4 vilains disponibles dans la boîte de base. En plus, une belle variabilité en fonction de comment ils fonctionnent. C'est ça qui m'a étonné beaucoup. C'est pas nécessairement comment qu'on va jouer le jeu, mais c'est comment on va devoir s'adapter aux méchants qu'on va affronter. Donc, la licence Marvel X-Men me parlait beaucoup plus que les Avengers, donc c'est pour ça que je me suis allé de ce côté-là. Il y a aussi les héros qui ont une petite plus saveur dans le fond, justement, assez thématique, parce que justement, Magneto, par exemple, si vous le jouez en tant qu'allié, il y aura des attaques qui vont pouvoir attaquer à plusieurs endroits, mais qu'il y aura des bonus, parce que c'est un jeu coopératif, bien sûr, où est-ce que vous faites les icônes sur les cartes de vos alliés, mais le Magneto ne mettra même pas ces icônes disponibles à vos alliés, donc il fera une grosse attaque, mais se fout complètement de ses alliés. Donc, une belle thématique, où le fauve qui bouge beaucoup, Wolverine qui va faire des attaques puissantes, Storm qui déplace de l'air à travers la map. Donc, je pensais pas que ce jeu-là, qui avait l'air complètement simple, fait pour les enfants, mais quand j'ai vu Tom Vassell et même LP d'une certaine une petite chaîne, le Professeur Board Game, qui en a parlé, mais grandement bien, ça m'a intrigué et j'ai plongé dans l'aventure avec la version X-Men. J'ai même pris l'extension de Sinister Six qui était conseillée par LP comme la meilleure extension de la campagne qui était faite avant et qui est rétro-compatible. Donc, mon coup de cœur du mois, Marvel United X-Men. Bonjour tout le monde, Pierre-Louis Renaud pour A2 Game. Alors, mon coup de cœur, ce mois-ci, il s'agit d'un jeu magnifique, qui s'appelle Canvas. Alors, Canvas, c'est un jeu de recrutement de cartes, mais c'est pas un jeu de recrutement de cartes standard. On va faire des œuvres d'art. Alors, on construit sur certaines des mécaniques introduites par John D. Clair dans Mystic Vale. Donc, on commence en main avec quelques bases de portraits comme ça, de tableaux, avec un peu de couleur de fond. Et c'est des sleeves semi-transparentes, tu vois ça? Sleeves. Et là, on va recruter des éléments pour nos tableaux. Fait que c'est plein de petits éléments qu'on va venir glisser comme ça pour créer comme des paysages, des émotions, des personnages. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est que oui, il y a un jeu de recrutement de cartes où on veut combiner des points de différentes façons. Donc, il y a des pictogrammes sur chaque tableau qui représentent les couleurs, le mouvement, les harmoniques du tableau. Et on a des objectifs sur le plateau qui vont nous rapporter des points si on réussit à faire les bonnes combinaisons sur nos tableaux. Mais, ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est que tu peux le jouer pour les points, mais tu peux aussi juste recruter les cartes pour créer le tableau le plus intéressant, pour créer des histoires, des émotions. Puis en bas, en plus, il y a comme une espèce de petit... chaque partie de tableau a un mot qui, mis bout à bout, agencé de différentes façons, peut créer le titre de ton tableau, de ton œuvre. Intéressante attraction, aventure impossible, triste. Fait que moi, j'adore ce jeu-là parce que non seulement il est magnifique, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vus dans les dernières années, mais en plus, il y a aussi il y a beaucoup de matière, là. C'est des règles simples, accessibles, mais où il y a beaucoup de stock. Fait que oui, un jeu qui te demande d'être à la fois créatif, mais rusé. Pour moi, c'est un immense coup de cœur. C'est Canvas! Ciao tout le monde! Allez checker notre Kickstarter, s'il vous plaît. Bye! Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël. Et nous sommes les deux pions. Et aujourd'hui, pour la première fois, on joint au Professeur Board Game pour vous donner nos coups de cœur du mois d'octobre. Oui, Steve, très content d'être là. Oui, Steve, toi, c'est quoi ton coup de cœur du mois d'octobre? Dis-nous ça. Ben moi, mon coup de cœur du mois d'octobre, c'est Margrave of Valeria. Donc, j'ai joué à ça au mois d'octobre et j'ai vraiment tripé. J'ai aimé ça, justement, de se déplacer sur la carte et aller chercher des ressources pour construire des petits châteaux un peu partout. Et c'est vraiment, c'est un peu toute la dynamique de Valeria avec les cartes qu'on ramasse. Fait qu'il y a un petit principe de deck building. Valeria, Steve, on se trompe rarement. Là. On sentait que c'est une série qui est vraiment sur la coche. Ils ont tous des bons jeux. Là. Toujours un de mes dessinateurs préférés en plus. De Miko. Exact. Puis c'est toujours le fun de jouer
puis de jouer des cartes, mais qui fait jouer les autres joueurs selon les cartes que tu joues. Fait que ça crée toujours une belle interaction. Donc, j'ai fini une partie, puis j'avais tout de suite le goût d'en jouer une nouvelle. Fait que j'ai vraiment trippé. Ça, c'est bon signe, ça. Quand on finit une game et on veut rejouer, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'était pas assez long, tu n'as pas eu le temps de tout faire. Fait que là, tu veux recommencer pour faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas eu le temps de faire à l'autre game, finalement. Exact. Fait que c'est mon coup de cœur. Toi, Jeff? Moi, mon coup de cœur du mois d'octobre, écoute, c'est un tout petit jeu. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Ça vient dans une mini-boîte. Steve est arrivé avec ça chez nous. Il avait mis ça dans un méga bac géant comme ça. Puis là, il rouvre le couvercle. Et c'est le jeu Ankh. Ankh, c'est quoi le titre au complet? Là, les dieux d'Égypte. Un jeu d'Eric Lang, encore une fois, qui fait des jeux vraiment bien. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je me disais, bon, il a rebrassé un peu à ça, puis on va voir ce que ça donne. Puis finalement, même pour une partie à deux, j'ai été vraiment surpris. J'ai aimé le principe des actions, où ce que tu fais 2 actions dans un tour sur une espèce de board commun, où ce que tout le monde avance des marqueurs d'action. Tu peux juste en choisir 2 sur 4 ou 5. Puis à chaque fois que tu les fais avancer, ça les avance pour tout le monde. Puis quand quelqu'un se rend au bout, ça déclenche des effets. J'ai trouvé ça vraiment... Un petit peu de momentum dans ce jeu-là. Ah oui, mais en fait que là, tu dis, je veux faire ces 2 actions-là, mais si je fais celle-là, je vais donner un bonus à l'autre, fait que ça me tente pas tant, fait que je vais me contenter de l'autre action, puis je vais revenir peut-être plus tard aller chercher le bonus moi-même. C'est un peu un jeu à la Kemet, pour ceux qui connaissent Kemet, où tu as une carte de l'Égypte, tu essaies d'aller prendre le contrôle de certains territoires. Puis, encore une fois, comme tu dis, Steve, il y a beaucoup de momentum. Là. Tu vas être majoritaire à certaines places au bon moment. Puis même si tu perds tes majorités, ben, tu vas les rechercher. Puis j'ai trouvé ça fantastique aussi, l'ordre dans lequel s'exécute chacune des calculs de majorité peut changer dans la partie, puis ça peut faire tourner le jeu complètement. Dans notre partie, d'ailleurs, c'est arrivé. Puis, c'est l'ordre des combats qui change. L'ordre des combats. Fait que là, tout le monde se ramasse de l'autre côté de la carte, puis là, on s'en va de l'autre bord, puis on réessaye de faire des points de l'autre côté. Et j'ai évidemment adoré le visuel. On s'entend, c'est un jeu qui est écœurant, là, vraiment beau. Surtout le Kickstarter, en plus. Ben oui. Bref, c'est mon coup de cœur du mois d'octobre. Vous regarderez notre partie quand on va mettre ça en ligne prochainement. Une partie complète à 2 joueurs, puis ça a été vraiment, vraiment le fun, vraiment bien. Fait que merci tout le monde. Eh oui, merci, puis venez nous voir de temps en temps. Puis merci beaucoup, professeur Board Game. Merci. Tout le royaume est aux aguets. Les 1001 nuits passées sonne l'ouverture du plus grand chantier jamais imaginé. Faites vos bagages et partons ensemble accomplir cette grande œuvre. Chers artisans, bienvenue. Voici mon coup de cœur du mois d'octobre. Soyons transparents. Ce jeu avait été à la base écarté à la simple première lecture de la direction artistique. Pas besoin de passer par 4 chemins pour vous dire que je suis très heureux de ne pas m'être arrêté sur cet a priori. Déjà, le matériel. La boîte est bien remplie, avec un insert bien pensé, pour un matos très satisfaisant. La lecture de la règle ensuite. Quel bonheur! Aucune zone d'ombre pour nous. Chaque point est parfaitement décrit et illustré. Des exemples, en veux-tu, en voilà. En une seule lecture, on peut lancer la partie sans aucun problème. La difficulté sera pour la première partie d'accepter de voler à vue. Attention, tout est visible et il est facile de se faire une idée du score des joueurs sur chaque élément permettant de scorer. Mais nous n'irons pas jusqu'à calculer vraiment le score de l'un ou de l'autre avant la fin de la partie. C'est donc une course à l'optimisation, chacun dans son coin, pour un résultat découvert à la fin. À noter qu'avec l'expérience, on commence à regarder de plus en plus le jeu de ses adversaires pour aller chercher, tant qu'à faire, une tuile qui saura nous aider, mais aussi freiner notre adversaire. La mécanique est ultra simple. Je prends une tuile dans la ligne numéro 3, je dois la poser dans ma ligne numéro 3 et j'active, ou pas, ce que cette action m'offre comme possibilité. Nous sommes donc face à un puzzle à base de tuiles qui reste déjà très plaisant avec ses nombreuses façons de scorer. Mais c'était sans compter sur une explosion de satisfaction lorsque le génie entre en jeu. Il va vous permettre de déplacer des tuiles déjà posées et ainsi d'activer de nouveau vos tuiles, mais aussi de pouvoir réorganiser en cours de partie votre royaume et donc votre stratégie. Du plaisir brut. Mais alors, cette direction artistique.
Eh ben ça colle parfaitement. Évidemment, aujourd'hui, on trouve des propositions bien plus modernes. On est vraiment dans un graphisme à l'ancienne. Mais pourquoi pas, tant que tout cela est cohérent une fois sur la table. C'était Ludo de la chaîne YouTube La Bonne Pioche pour les coups de cœur du mois de Professeur Board Game. What's up guys? Lydia de Madame Meeple. Tout d'abord, un gros merci à Professeur Board Game de m'avoir invité à vous présenter pour la toute première fois sur la chaîne mon coup de cœur du mois. Pour le mois d'octobre, j'ai finalement eu la chance de terminer d'essayer les 3 titres de la trilogie du Royaume de l'Ouest. Et j'ai donc fait un choix pour vous parler de mon coup de cœur. Si je n'ai pas changé 10 fois de coup de cœur durant le mois, je n'ai pas changé une fois. J'ai adoré les 3 titres, ça a vraiment été une tâche difficile d'en choisir seulement qu'un. J'ai eu la chance pendant le mois de jouer à différentes configurations, principalement en solo, ce qui m'a aidé à éclaircir mon choix. Tout d'abord, Trilogie du Royaume de l'Ouest, ça rime avec Garfield Games, Sam McDonald's et le fameux Shem Phillips. Ce qui m'a aidé à faire mon choix, c'est le fait que, malgré le fait que je joue en solitaire 90% du temps, j'adore les jeux où il y a une certaine interaction, où les actions que je pose ont une cause, ont un effet sur les autres joueurs. Pas nécessairement négatif, mais au moins qu'il y ait un lien, et non pas que ce soit vraiment l'impression d'un jeu solitaire, chacun de notre côté. C'est donc principalement pour cette raison que mon choix s'arrête sur Architecte du Royaume de l'Ouest. Et oui, le jeu le plus léger des 3, je dois dire. Brièvement, Architecte du Royaume de l'Ouest, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, principalement de la pose d'ouvrier, où on va chercher à aller construire des bâtiments. On débute notre ville, c'est l'entrée de gamme de la trilogie. Donc, voici les points qui m'ont vraiment plu de ce titre. D'abord, le mode solo est fluide, rapide, simple à mettre en place, pas d'ambiguïté possible. Il y a même une variante 2 joueurs contre 1 joueur artificiel, où d'ailleurs le IA est assez corsé, merci. Ce qui me plaît probablement le plus dans le titre, c'est la capacité qu'on a de capturer les ouvriers des autres joueurs et de les envoyer éventuellement en prison. C'est un moyen non seulement de faire d'argent, et aussi de priver clairement nos adversaires de meeple. Donc, c'est très astucieux. On espère qu'ils prennent des dettes aussi à la fin. Non, mais est-tu pas beau ce jeu-là? Les illustrations, les cartes, le board en tant que tel est magnifique. Les ressources, tout est beau. Je veux dire, on va se le dire, c'est un jeu qui est quand même assez simple. En résumé, on va acquérir des ressources, on va aller chercher des cartes, et c'est ces dites cartes et ressources qui vont nous permettre de soit monter à la cathédrale, construire des bâtiments. Ce sont les 2 façons majoritaires de faire des points. Il n'y a pas d'autres options. Donc voilà, visuellement magnifique, simple à prendre en main, assez rapide à mettre sur table, facile aussi à enseigner, pour moi qui est toujours l'enseignante en chef de nos soirées de jeu, c'est toujours un plus. Le fait aussi qu'il se joue en 60-75 minutes, c'est toujours gagnant dans mon groupe d'amis. La seule chose que j'ai pas encore essayé et qui est dommage parce que ça me semble être vraiment optimal, c'est une partie à 4 joueurs. Je crois vraiment que c'est la configuration idéale, ça serait pas trop long et ça permet vraiment l'interaction au maximum entre les joueurs, principalement à cause de la dite prison. Donc voilà, j'ai bien hâte de faire un marathon avec la saga des tombes, c'est sur ma liste de tâches à faire dans les mois à venir. Et je regarde aussi attentivement l'éventuelle sortie sur Kickstarter de South of the Tigris, donc quelque chose, South of the Tigris, la nouvelle trilogie qui vient tout juste d'être annoncée. Alors c'était Lydia de Madame Meeple et je vous dis à bientôt! Salut tout le monde, ici Eric de Passion Geek et ce mois-ci, mon coup de cœur, il s'agit d'un jeu que j'ai loué à la bibliothèque et c'est très futé. Donc j'étais un peu en retard, c'est un jeu que ça fait quand même un bon bout de temps qui est sorti, mais je viens juste de le découvrir et j'ai vraiment adoré ça. Donc c'est quoi très futé en fait, c'est que vous allez devoir brasser des dés de couleur et de cette brasse-là, vous allez en sélectionner un qui va vous permettre en fait de venir cocher certaines cases sur une grille comme ça ici. Et par la suite, vous allez rebrasser, vous allez pouvoir en choisir 3 au total. Et vos adversaires vont pouvoir choisir un dé aussi parmi les dés qui vous restent pour eux aussi venir cocher des cases dans leurs cases. En fait, en force de cocher des cases comme ça ici, vous allez faire des points et des bonus qui vont vous permettre de faire d'autres actions. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points a remporté la partie.
Donc, ce que j'aime de ce jeu-là, premièrement, il n'y a pas vraiment de mise en place. On fait juste sortir les dés et le petit pad comme ça. Donc, super facile. C'est très simple aussi à expliquer. C'est un jeu qui est très basic dans ses règles, même s'il y a une très belle profondeur au niveau de ce que vous pouvez faire et de la réflexion, en fait. Donc, un peu anticiper les coups qui vont venir, anticiper aussi ce que vos adversaires ont besoin, puis de savoir aussi quel dé prendre pour aller cocher quelle couleur aussi. Fait qu'il y a une belle profondeur à ce niveau-là. Et c'est pour ça, principalement, que je l'ai apprécié. Ça fait des parties qui sont très rapides aussi. Je pense que c'est une vingtaine de minutes à peu près là, pour une partie à 2 joueurs. Et il y a un mode solo que j'ai pas essayé aussi, mais qui est en fait d'avoir le plus de points possible. Et selon les points que vous allez accomplir, il y a comme une échelle pour déterminer votre réussite en fait. Donc c'est vraiment super intéressant. En fait, ça m'a donné le goût aussi de découvrir d'autres jeux de la même série qui sont vraiment très futés et futés à la puissance 3. Donc des jeux qui sont encore plus poussés là, au niveau de la réflexion de ce que vous pouvez faire avec les dés. Mais bref, un excellent jeu. Puis en plus, ça coûte pratiquement rien. Je pense que c'est 14,99 ce jeu-là. Donc c'est sûr que je vais demander ça dans mon bon Noël avec le temps des fêtes qui s'en vient. C'est une très bonne idée cadeau. Donc je vous le remonte comme ça ici. Très futé, un jeu que j'ai vraiment apprécié. Sur ce, je vous dis merci et on se revoit bientôt. Salut! Bonjour à toutes et tous, ça me fait plaisir de me retrouver à nouveau dans une vidéo coup de cœur du professeur Board Game. Donc je profite des dernières journées de non-neige pour sortir à l'extérieur puis vous faire découvrir quelques-unes des murales de mon quartier. Donc le jeu que je vous propose de découvrir, c'est Aeon's End de New Age. C'est un jeu que j'ai commencé à jouer en début d'année avec un ami et ma copine, mais la vie étant que ça a pris du retard et finalement on a terminé la petite campagne et c'est la première fois que je jouais à un Aeon's End et j'ai bien apprécié la mécanique de Deck Builder, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais dans celui-là, cette idée de ne pas rebrasser le paquet et de replacer les cartes change complètement la dynamique. Et sinon, si l'histoire m'a pas tant accroché, je dirais quand même que j'ai eu un plaisir à y jouer puis à trouver des combos complètement pétés pour vaincre les adversaires. Donc c'est ça, il y a une petite mini-campagne d'inclus à l'intérieur, puis sinon on peut jouer plein de parties puis le mélanger avec les autres boîtes. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur du mois et je vous propose des belles découvertes avec les prochaines vidéos des prochains chroniqueurs qui suivent. À la prochaine! Salut la gang, c'est Mathieu de On Joue-Tu. Je vous parle de mon coup de cœur du mois d'octobre, puis je triche un tout petit peu parce que c'est un jeu que j'ai reçu à la fin du mois, donc j'ai surtout joué au début du mois de novembre, mais chut! Welcome to the Moon! Donc on a d'abord eu Welcome to Your Perfect Home, ensuite on a eu Welcome to New Las Vegas, et puis maintenant on a Welcome to the Moon. Donc c'est vraiment plus que juste une autre version de Welcome to, c'est vraiment Welcome to sur des stéroïdes. Dans la boîte, on a donc 8 plans différents, donc il y a 8 façons de jouer à ce jeu-là, et puis il y a 2 façons de faire, soit vous faites simplement une aventure ou vous décidez de faire la campagne. Donc il y a un mode campagne dans le jeu qui vous permet de suivre une histoire, un peu comme une aventure dont vous êtes le héros. Et puis pour le moment, moi j'ai que fait les 2 premiers scénarios puis je le trouve déjà génial. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux en solo, mais celui-là, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la campagne tout seul parce que de toute façon, c'est déjà assez compliqué de trouver des gens pour jouer à des jeux. Donc pour faire 8 scénarios de suite, pas sûr. Donc voilà, j'en suis déjà au 3e scénario. Puis pour ceux d'entre vous qui ont peur des jeux Legacy, qui n'aiment pas déchirer des cartes puis qui deviennent anxieux à l'idée de devoir remplacer des règles, ben sachez que ça, c'est complètement rejouable. Donc vous êtes capable de faire une campagne et puis après faire avec un autre groupe une différente campagne et puis peut-être que vos choix vont être différents. Donc l'histoire va aussi changer. Donc pour le gameplay, on est encore un peu dans le similaire, c'est-à-dire qu'on a 3 paquets de cartes qu'on va devoir retourner, choisir un numéro et une action et puis les placer sur notre carte. Par contre, selon le scénario, les actions vont différer, donc c'est difficile pour moi de vous expliquer comment ça se joue. Si vous connaissez déjà Welcome to, ben vous allez retrouver beaucoup des mêmes sensations, mais comme j'ai dit avant, c'est vraiment une version de Welcome to sur stéroïdes. Il y a tout ce que vous avez aimé dans les 2 premiers jeux, x10, donc si vous êtes fan des 2 premiers, je vous suggère fortement d'aller regarder Welcome to the Moon, qui est mon coup de cœur du mois d'octobre. Bonjour à tous et à toutes, ici LP et mon coup de cœur pour le mois d'octobre 2021, c'est le petit jeu Bullet. Bullet, c'est un jeu qui peut se jouer en équipe, qui peut se jouer de façon compétitive, qui peut se jouer de façon coopérative, qui peut se jouer en mode solo. Qu'est-ce qu'on fait dans Bullet? Ben, c'est qu'on reçoit des balles, puis on essaie de les prendre puis de les renvoyer vers son adversaire
pour qu'il se fasse terrasser par ses balles avant nous. Fait que c'est vraiment un petit jeu de type puzzle. C'est un jeu très court. Quand on est habitué, on parle de parties entre 20 et 30 minutes, que ce soit en solo, en compétitif, en coop. On parle de parties à 20 à 30 minutes quand on est habitué. On dit 15 sur la boîte, c'est un peu court, là, peut-être un petit peu plus long, mais 20, 25, 30 minutes, ça a bien de l'allure. Qu'est-ce qu'on fait dans Bullet? C'est qu'on va piger des balles dans un sac. Ces balles-là vont descendre sur un plateau un peu à la arcade. Là, on va avoir 5 colonnes de balles. Selon la couleur et le chiffre de la balle, on va aller placer ces balles dans différentes colonnes. Si une colonne se remplit trop, il y a une balle qui va devenir un point de dégâts qui s'en vient sur nous autres. Et si on subit trop de points de dégâts, on est tout simplement éliminé du jeu. Et après, on va avoir un certain nombre de points d'action pour manipuler ces balles-là, puis on va avoir des espèces de cartes de motifs où on va tenter de faire correspondre les balles sur notre plateau de jeu aux cartes motifs qu'on a pour les éliminer. Fait qu'il y a une espèce de petit côté presque Tetris à l'intérieur. On fait juste prendre ses actions pour déplacer telle balle à telle place, telle autre balle de telle façon. Là, j'ai réussi à faire tel motif, ça enlève ces 3 balles-là. Fait que là, maintenant, je peux déplacer elle-là, j'ai réussi à faire tel motif, ça enlève ces 2 balles-là. Ainsi de suite. Puis à tous les tours de jeu, on a des nouvelles balles qui arrivent. Fait qu'il y a une espèce de petit côté tower defense parce qu'on a de plus en plus de balles dans notre espèce de petit plateau de joueurs personnels. C'est le fun, il y a 8 personnages dans la boîte de base, chaque personnage a une mécanique différente, un deck de cartes différent, de motifs qu'il essaie de faire, puis une façon différente de faire bouger les balles. Chacun des 8 personnages se transforme en boss si on joue en mode coop ou solo, donc on a 8 personnages, 8 boss dans la même boîte de base. C'est une boîte qui est dure à trouver, mais qui vaut amplement son prix. Selon moi, fait que si on aime les petits jeux de puzzle, que ça soit coop ou compétitif, c'est quelque chose qu'on va beaucoup aimer. Bullet, c'est mon coup de cœur pour le mois. Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois d'octobre 2021, j'y vais avec le jeu Cora, l'apogée d'un empire, qui est un jeu euro de gestion de ressources, de développement de moteurs économiques qui fonctionne à l'aide de pistes. On va incarner une ville dans la Grecque antique et on va devoir essayer de faire prospérer notre ville au point de vue économique, culturel et militaire. C'est un jeu avec un système d'action sur lequel on va assigner des tuiles d'action à des dés qu'on aura lancés pour la manche et on va essayer de faire construire notre moteur, de le faire progresser pour essayer de marquer le plus de points. C'est un jeu qui joue en environ 60 minutes et pour un jeu de cette durée, il est super satisfaisant au niveau combo. Ce qu'on réussit à accomplir dans le jeu, c'est vraiment très bien. Le moteur prend tout son sens plus on avance dans la partie, donc c'est très satisfaisant l'effet de combo à l'intérieur du jeu. On a aussi un système de cartes politiques qu'on va drafter en début de partie sur lesquelles on va essayer de construire notre stratégie pour se donner des bonus sur certaines actions pendant la partie, des objectifs de fin de partie qu'on va tenter de maximiser pour faire le plus de points. Bref, très satisfaisant, un jeu avec du super matériel, un insert pour tout ranger ça à l'intérieur, donc c'est vraiment une belle petite merveille. Donc Cora, qui est mon coup de cœur pour le mois d'octobre 2021. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, donc on va vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de novembre 2021, un concours dans lequel vous pourriez gagner une copie du jeu Mini Rogue. La question du jour est très facile. Quel est votre jeu coup de cœur du mois d'octobre 2021? Vous nous écrivez la réponse en commentaire YouTube pour enregistrer une participation au concours. Et pour ceux qui nous supportent sur Patreon, pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous. Encore une fois, un gros merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont pris le temps de m'envoyer leur segment coup de cœur pour ce mois-ci. J'espère qu'ils vous ont fait faire de belles découvertes ou qu'ils ont piqué votre intérêt avec des jeux que vous allez ajouter à votre wishlist pour le temps des fêtes. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Continuez de gamer et on se revoit le mois prochain pour un autre segment coup de cœur.